Du coup, bonjour tout le monde. Déjà, on va se présenter parce qu'il y a plein de personnes que je connais pas. Du coup, moi, c'est Cécile et du coup, je suis militante à Révolution Permanente et du Pain et des Roses depuis 2016. Du coup, je suis avec Cléo, je suis militante depuis 2016 aussi et je suis à Montpellier. Ah oui, et je suis en région parisienne du coup. Et du coup, aujourd'hui, on voulait faire une discussion. Enfin, déjà, pendant toute l'université d'été, vous avez dû voir, du coup, avec les camarades qui animent, du coup, le collectif du Pain et des Roses dans Révolution Permanente. On a prévu 3 topos. Un sur du coup le punitivisme et les questions de violence sexiste et sexuelle, un autre sur la question de l'offensive transphobe. Et aujourd'hui, du coup, on voulait commencer par du coup une discussion sur l'intersectionnalité. Voilà, qui est du coup un concept, le mettre en débat avec le marxisme. Du coup, voilà, c'est le sujet du topo du jour. Et du coup, avec Cléo, on a préparé une présentation. Du coup, voilà, on va commencer par ça. Et puis après, on va ouvrir la discussion. Et voilà, faut pas hésiter, même pendant le topo, noter s'il y a des choses qui sont pas claires, qu'on n'a pas pris le temps peut-être assez développé ou voilà pas bien formulé, de pas hésiter après d'intervenir, poser des questions, etc. Et voilà, on aura tout un temps d'échange après. Du coup, pour commencer, du coup, l'intersectionnalité, j'imagine, déjà que tout le monde ici a sûrement déjà entendu ce terme et connaît plus ou moins bien ce qu'il recouvre. Pourquoi vous le connaissez, c'est parce que c'est un concept qui est assez incontournable et qui est devenu hégémonique depuis. On va dire, on va revenir sur ça, mais depuis les années 80, 90 et les années 2000, notamment dans tout ce qui est, dans le champ académique, c'est avec une idée, on va dire, pour commencer à le dire un peu simplement, une idée qui est que la race et la question de la race et la question du genre ne doivent pas être dissous dans la catégorie de la classe, dans une analyse de classe. Et de l'autre côté, c'est aussi un concept qu'on retrouve beaucoup dans les mouvements sociaux auxquels vous avez et les luttes dans lesquelles vous avez dû participer, vous investir, etc. ces dernières années. Et en fait, il y a beaucoup depuis les années, on va dire 2005, 2010, beaucoup de nouvelles générations de militants dans les mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, écolo, antiracistes, dans la réforme des retraites, etc. Enfin, tous les combats qu'il y a pu avoir en France ces dernières années, qui se sont politisés, se politisent et notamment se revendiquent souvent intersectionnels, sans forcément connaître l'ensemble des tenants et des aboutissants de ce que ça recouvre. Et souvent, ce que ça exprime dans sa version la plus progressiste, on va dire, c'est d'avoir une tension à comprendre comment on crée l'unité dans les luttes, comment ça s'articule, d'avoir une tension à ne vouloir qu'aucune en fait oppression qui existe soit mise de côté, de chercher dans les luttes auxquelles on participe qu'il y ait une unité. C'est un concept qui est en fait, et ça c'est très important, et on va revenir dessus dans le topo, qui est devenu populaire et qui a rencontré de l'écho dans une époque bien particulière, qui est celle des années 80-90. Et c'est une période particulière, et je pense que c'est très important de bien comprendre qu'est-ce que c'est les années 80-90 et comment nous, on définit cette période, parce que c'est une période qui a été marquée par la défaite de cycles de lutte de classe antérieurs, notamment tous les mouvements des années 70, et par une offensive néolibérale à la fois sur le terrain politique et culturel. Ça a été marqué évidemment par une attaque contre des acquis du mouvement ouvrier, et nous on parle aussi d'une fragmentation sans précédent de la classe ouvrière.
Et d'un point de vue idéologique, vous avez déjà dû en entendre parler aussi, c'est en fait toute une époque où le discours, c'est de parler de la fin de l'histoire, de la fin des idéologies, avec un essor important de tout ce qui est la question de l'individualisme, les individualités, et la fin en fait des mouvements d'émancipation globale qui auraient échoué, comme le communisme. Toute cette politique, si elle a pu être mise en place, ce qui est important aussi, c'est parce qu'elle a pu s'appuyer sur les gouvernements de l'époque, et aussi en cooptant tout un ensemble de directions, d'organisations qui étaient à la tête des mouvements sociaux ou des mouvements révolutionnaires de l'époque. Et si je dis tout ça, c'est parce que du coup, dans les cercles académiques, ça s'est traduit aussi par des attaques en fait contre le marxisme, qui a été défini comme l'expression d'un réductionnisme de classe, et ça a été remplacé par tout un tas de théories, de concepts alternatifs, dont l'intersectionnalité, mais aussi les politiques de la diversité, le multiculturalisme, et plus tard le post-structuralisme. Et évidemment, on va revenir dans la discussion sur tout qu'est-ce que c'est que ces choses. C'est important du coup pour nous en tant que marxistes révolutionnaires de comprendre et de discuter finement avec l'intersectionnalité et ses versions contemporaines, parce que c'est souvent le concept qui est mobilisé comme étant le concept qui serait le meilleur concept pour appréhender, décrire et lutter contre les oppressions, à l'inverse d'autres théories qui seraient du coup incomplètes, désuètes, rétrogrades, comme le marxisme. Là, dans le topo, on va donc partir des conceptions de l'intersectionnalité, de ses implications politiques, pour démontrer en fait ses limites, ses contradictions, et pour aller vers l'élaboration d'une stratégie et d'une politique marxiste articulant lutte contre l'exploitation et les oppressions dans une perspective révolutionnaire. On va faire, en gros, il y a 3 parties. On va faire, d'abord, moi, je vais revenir un peu sur les contours et les origines du concept d'intersectionnalité. Puis ensuite, du coup, Cléo va essayer d'aborder en fait 3 grandes discussions qu'il y a entre le marxisme et l'intersectionnalité, les critiques que l'intersectionnalité fait au marxisme et un peu comment on y répond, le dialogue entre les deux. Et puis après, moi, je finirai sur comment un marxisme vivant et une stratégie révolutionnaire sont les plus à même pour nous pour s'armer politiquement dans la période, et du coup en s'appuyant aussi un peu concrètement sur nous, les politiques aussi qu'on mène. Alors, du coup, pour commencer, on voulait revenir sur du coup, un peu qu'est-ce que l'intersectionnalité. Pour commencer, c'est une problématique la problématique de l'intersectionnalité, c'est-à-dire formulée comme telle, avec l'utilisation du terme intersectionnalité, qui est apparue à la toute fin des années 80, et en même temps que s'est développée toute une épistémologie féministe noire. Peut-être vous avez déjà entendu parler, le black féminisme, dont quelques représentantes sont Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Barbara Smith. Et elles ont pour point commun d'être des intellectuelles universitaires, et elles ont formulé du coup sur le terrain universitaire et aussi littéraire parfois, dans un contexte de canalisation du féminisme, ce qui s'est exprimé dans les luttes des années 60-70 sur le terrain de la lutte, sur un terrain radical. C'est-à-dire qu'elles ont essayé de faire un effort de conceptualisation et de théorisation dans l'enceinte de l'université, et de ce qui avait de problématiques qui avaient émergé sur le terrain de la lutte des classes dans les années 60-70, parce que en effet, dans les années 60-70, vous devez savoir, c'est tout le cycle de mouvements dont nous en France, mai 68, mais là du coup moi j'ai beaucoup parlé des États-Unis. Du coup aux États-Unis aussi, vous savez, il y a eu tout un ensemble de mouvements de lutte, notamment le mouvement de libération noire, et aussi un mouvement féminisme très développé, avec un féminisme qui à l'époque, et c'est très important, était un féminisme anti-institutionnel, et avec des militantes noires et lesbiennes et queer, comme Angela Davis ou le Combahee River Collective, qui viennent justement de ces mouvements d'émancipation,
Je vais citer du coup ces deux exemples-là. Évidemment, il y en a plein d'autres à cette époque-là. Pourquoi je cite ces deux exemples? C'est que d'un côté, Angela Davis, c'est une figure du coup, voilà, qui est devenue très célèbre et qui à l'époque en fait était à la fois une militante qui était impliquée dans le Black Panther Party, mais aussi un mouvement féministe, et en fait après qui a aussi rejoint le parti communiste américain et qui s'est en fait à l'époque, après évidemment elle a eu toute une évolution politique, mais revendiquée du marxisme, de la théorie socialiste, et qui défendait l'idée qu'il fallait développer des partis révolutionnaires. Et de l'autre côté, on a le Combahee River Collectif, qui était une petite organisation, mais du coup qui venait de l'organisation féministe noire nationale qui existait à l'époque. Et le point commun, c'est qu'elles ont pensé, elles ont cherché à penser, elles ont écrit et milité sur la situation spécifique des femmes noires, pauvres, travailleurs, et en commençant à formuler cette question du triptyque race, genre, classe, parce qu'elles étaient insatisfaites de comment cette situation, les revendications des femmes noires, travailleuses, opprimées, étaient prises en compte à la fois dans le mouvement féministe, à la fois dans le mouvement de libération noire, et à la fois dans le mouvement ouvrier, marxiste de l'époque, et notamment le Parti communiste. Et donc, c'est des personnalités, du coup, qui s'inscrivent dans cette histoire du féminisme noir, qui ont ressenti le besoin et la nécessité de réfléchir à cette question, du coup, de cette articulation entre race, genre et classe. Notamment, du coup, les militantes du Combahee River Collectif, elles ont formulé la première fois, du coup, c'était en 1977, dans leur manifeste, l'idée que racisme, capitalisme, patriarcat et hétérosexualité formaient des systèmes d'oppression imbriqués. Et du coup, dans les années 70, elles n'utilisent pas le terme n'utilisent pas le terme d'intersectionnalité, mais de fait, ce qu'on voit, c'est que même sans l'utiliser, c'est cette problématique-là qu'elles cherchent à penser et systématiser. Par rapport au Combahee River Collectif, nous on insiste souvent sur trois aspects qui nous semblent en fait très intéressants de cette époque-là et de ce courant-là, comment il s'est exprimé. La première question, c'est qu'en fait, elle se forme, je disais, parce qu'il y a une critique du mouvement féministe de l'époque américain. Et c'est une critique, en fait, qui est adressée à ce mouvement féministe américain qui est, en fait, en train de théoriser le fait que le patriarcat serait un système autonome du système capitaliste et, en fait, qui applique la théorie marxiste de l'opposition entre une classe bourgeoise et une classe prolétaire à la question du patriarcat, théorisant du coup, qu'il y aurait une classe d'hommes contre une classe de femmes. Du coup, elle parle de classe sexuelle. Et aussi, elle parle et du coup, en opposant une classe d'hommes à une classe de femmes. Et en fait, les féministes noires, et notamment le Combahee River Collectif, en fait, critiquent cette théorie-là sur plusieurs aspects, en disant d'une part que ce féminisme-là ne permet pas en fait d'inclure les différentes réalités des femmes dans le groupe de femmes, que ça tend en fait à faire un groupe de femmes uniforme. L'autre aspect, c'est sur l'essentialisme, c'est-à-dire de dire en fait à partir que en fait aux États-Unis cette théorie-là a tendance à en fait dévier sur un terrain essentialisant de la question du rapport de sexe. Du coup, elles disent en fait ça essentialise les femmes. Et l'autre aspect aussi qui est critique, qui est intéressant, c'est qu'en fait du coup ça mène à des politiques où du coup, l'aspect de rapport de force central se place sur le terrain du patriarcat et du coup, beaucoup avec des politiques séparatistes, c'est-à-dire où l'ennemi principal, comme on peut le dire en France, en gros serait l'homme. Et en fait, les féministes noires disent le problème, c'est que là-dedans, sans prendre en compte une analyse de classe,
Par exemple, elles disent la situation des hommes noirs opprimés aux États-Unis. Nous, en fait, c'est nos frères de classe, c'est ceux qui subissent le racisme d'État, l'impérialisme, et du coup, elle pointe aussi ces problématiques. L'autre point qui est intéressant, c'est que il faut, et je vais les citer, c'est qu'elles se revendiquent de la théorie socialiste. Elles écrivent: nous reconnaissons que la libération de tous les peuples opprimés exige la destruction des systèmes politiques et économiques du capitalisme et de l'impérialisme, ainsi que celle du patriarcat. Nous sommes socialistes parce que nous croyons que le travail doit être organisé pour le bénéfice collectif de ceux et celles qui font le travail et créent les produits. Et enfin, le troisième point qui me semble aussi intéressant, et je le cite parce qu'en fait souvent il peut être un peu déformé avec les années qui passent, c'est que elle revendique du coup, enfin ce combat River Collective, ce sont du coup des femmes noires qui s'auto-organisent dans une organisation, mais elles ont toute une politique en fait, qui est de se lier aux autres mouvements. C'est-à-dire que elles vont avoir une politique envers le mouvement ouvrier, envers le mouvement féministe, des liens aussi avec le Black Panther Party. Et elles parlent de mener des luttes communes, elles parlent de coalition. Et du coup, pour synthétiser tout ça, et enfin un peu ce que ça apporte comme réflexion, c'est qu'ici, du coup, on parle d'un féminisme radical, anti-institutionnel, qui combat le système capitaliste. Et si on part de ça, c'est parce qu'on va voir que dans une seconde phase du XXe siècle, le mouvement féministe va perdre justement ce caractère critique et radical qu'on voit ici. En effet, la troisième vague féministe, on va dire du coup après les années 70, justement le féminisme intersectionnel va prendre une place importante dans cette troisième vague. Et comme je le disais un peu tout à l'heure, ça s'inscrit dans une époque particulière qui n'est donc plus la phase de lutte des classes, mais celle de l'offensive libérale. Et on va voir qu'il va y avoir une canalisation sur un terrain institutionnel de ces préoccupations. Désormais, l'idée du coup qui va dominer dans les années 80-90, c'est que en fait désormais il faut lutter pour la reconnaissance de droits et pour des réformes à l'intérieur de l'État démocratique pour obtenir des améliorations progressivement. Des universitaires comme Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw font partie d'une génération de femmes noires qui ont accédé au champ académique dans ces années-là, dans les années 80, et dans un contexte où le champ académique, on voit que idéologiquement il y a un tournant, parce que il y a tout un essor et de mise en valeur de l'étude, des études localisées, des études sur, pour ceux qui sont allés à l'université, mais voilà, tout un essor on va étudier les études sur des aspects très précis, sur le quotidien aussi, sur l'expérience individuelle, les subjectivités, au détriment des théories sociales globales. On assiste aussi à un rejet aussi de l'analyse des structures sociales et aussi à un rejet et un renoncement à tout horizon d'universalité. Parce que parler d'universalité est associé du coup à une invisibilisation des différences. Et du coup, c'est important de voir ce contexte-là et que leur texte, du coup, à Bell Hooks, Patricia Hill Collins et Crenshaw sur un autre terrain, parce qu'elle, c'est du coup une juriste, on va voir ça, s'inscrit dans ce contexte. Du coup, pour commencer par Patricia Hill Collins, elle a écrit un livre, un de ses ouvrages les plus célèbres qui s'appelle « La pensée féministe noire ». Et je vais vous dire comment elle décrit la théorie de l'intersectionnalité. Du coup, elle décrit la théorie de l'intersectionnalité comme une analyse affirmant que les systèmes de race, de classe sociale, de genre, de sexualité, d'ethnicité, de nation et d'âge constituent des caractéristiques d'une organisation sociale qui se construisent mutuellement,
qui façonnent les expériences de femmes noires et qui, à leur tour, sont façonnées par les femmes noires. Dans cette citation, on voit deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est le fait qu'elle énonce la liste de plusieurs systèmes qui sont alignés, mis sur le même plan et qui se co-construisent. Et deuxièmement, que l'intérêt de cette co-construction des différents systèmes est centralement de voir comment ils analysent une expérience subjective et comment, depuis ce point de vue qui est celui des femmes noires, ça se aussi reflète sur ces oppressions. Ensuite, on a du coup Bell Hooks, qui a écrit en 1984 De la marge au centre, du coup là qu'on a un peu relu là dernièrement et qui nous a semblé intéressant parce que du coup Bell Hooks dans ses textes, en fait, il y a justement, on retrouve en fait très clairement toutes les critiques qu'elle fait à la direction petite bourgeoise du mouvement féministe américain des années 60, qu'elle accuse de ne pas avoir mis la question de la lutte des classes au cœur des problématiques féministes et qui aurait dirigé le mouvement pour servir ses intérêts de classe opportunistes. Et je vais vous lire une citation que moi je trouve intéressante d'analyser, un peu de discuter, où elle écrit « Si les femmes pauvres avaient défini l'agenda du mouvement féministe, elles auraient certainement placé la lutte des classes au centre des problématiques féministes et elles auraient sûrement fait en sorte que les femmes pauvres et les femmes privilégiées cherchent à comprendre la structure de classe et la façon dont elles opposent les femmes les unes aux autres. » Un peu plus loin, elle défend alors qu'il y aurait besoin de construire un mouvement féministe de masse du point de vue des femmes les plus opprimées, qui, pour éradiquer tous les systèmes de domination, ne doit pas le faire sur la base de la violence, mais sur la base d'une révolution culturelle. Cette citation, elle est bien, parce qu'en gros, on voit même dans son ouvrage ce qu'on appelle la théorie du point de vue, qui est en fait, de manière un peu simple, le fait que les opprimés produisent le savoir de leur point de vue pour critiquer justement le féminisme radical. De notre point de vue de femmes noires opprimées, nous critiquons la ligne des féministes blanches, petites bourgeoises de classe moyenne qui dirigent le mouvement féministe, avec l'idée aussi que du coup c'est l'organisation de ces femmes noires qui va permettre d'exprimer aussi des problématiques propres, et qu'ensuite, pour dépasser ces clivages-là, il faudrait du coup une révolution culturelle et une conscientisation de masse, et ainsi construire un mouvement féministe de masse. En fait, dans son texte, elle insiste beaucoup sur le fait que le fait de pointer ça et le point de vue des femmes noires qui diffère de celui des féministes blanches, c'est en prenant conscience de ces différences qu'on pourrait du coup ensuite construire un mouvement féministe de masse. Ce qui est intéressant, c'est que une des limites un peu, je pense, de cette analyse, c'est que du coup, ça réduit l'opportunisme des féministes bourgeoises au fait qu'elles auraient eu comme des œillères, qu'elles auraient été aveugles à la situation des femmes noires, alors qu'en réalité, la question est qu'il y a des intérêts matériels divergents entre des femmes qui défendent des intérêts de classe de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, et des femmes qui défendent un féminisme plus de classe. Et que, du coup, c'est ça qui rend d'ailleurs, et qui pourra être un objet de la discussion, mais selon nous, toute solidarité impossible, en fait, avec la bourgeoisie. Ainsi, si on partage avec elle que le mouvement féministe est un mouvement interclassiste, polyclassiste, dans lequel il faut batailler politiquement pour une politique féministe de classe, nous ne partageons pas du coup ces conclusions politiques et stratégiques qui, d'une part, axent le cœur de la bataille sur ici le terrain de la bataille culturelle. Je pense que c'est très important aussi cette notion de rejet de la violence, d'une bataille qui se placerait avant tout sur le terrain culturel, parce que ça exprime beaucoup aussi cette idée d'un féminisme qui ne s'inscrit plus dans une période de lutte de classe, mais plutôt de pacification, etc.
et aussi cette question sur laquelle on va beaucoup revenir, mais aussi de ce qu'on appelle du coup voilà la conscientisation, la prise de conscience sur un terrain individuel et du coup qui place la question de la lutte plutôt sur ce terrain-là que sur le terrain de la lutte de classe et du collectif et de la question d'un mouvement collectif. Et enfin, je voulais revenir du coup sur Kimberlé Crenshaw, qui est quand même voilà, celle à qui on donne la maternité du terme intersectionnalité, et du coup qui est une juriste, et elle est en fait actuellement, elle est encore prof de droit, et elle a écrit 2 textes un peu centraux, du coup un en 89 et un en 91, et dont le central c'est Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur. Du coup, ça aussi, on s'est un peu penché dessus. Je voulais vous lire une citation. Du coup, elle dit « L'intersectionnalité était ma tentative de faire en sorte que le féminisme, la lutte antiraciste et la législation contre les discriminations fassent ce dont je les pensais responsables. Mettre en lumière les différents biais par lesquels les individus souffrent des oppressions racistes et sexistes afin de faciliter la discussion et la compréhension de ces problèmes. » Du coup, ça, c'est important aussi, c'est qu'il faut toujours essayer de replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Kimberlé Crenshaw, c'est une juriste qui faisait d'ailleurs partie d'un mouvement critique, en fait, du droit et de la justice aux États-Unis. Et en fait, elle a essayé de en fait, pointer l'aveuglement de la justice et du droit quant à la double discrimination, à l'intersection que subissent les femmes noires travailleuses à partir de différents cas juridiques en fait, auxquels elle était confrontée. Je vais vous expliquer comme ça va être plus clair. Le cas principal, c'est du coup celui de Emma de Graffenreid. Du coup, pour raconter le cas très brièvement, c'est en gros une salariée du coup qui était une femme noire travailleuse à General Motors. Et en fait, elle a essayé elle a intenté en justice 2 procès, un pour obtenir pour discrimination raciale et en fait elle voulait un procès pour discrimination raciale et sexiste, et en fait ça a été rejeté parce qu'en fait le juge a estimé qu'elle n'était ni discriminée d'un point de vue racial ni discriminée d'un point de vue de genre parce qu'ils employaient d'un côté des hommes et d'un côté des femmes blanches. Et du coup, Kimberlé Crenshaw pointe en fait cette incapacité de la juridiction de l'époque de prendre en compte et de pouvoir rendre justice à cette femme qui était discriminée du point de vue du fait que, pas que d'un côté elle était une femme et d'un côté qu'elle était noire, mais du fait qu'elle était une femme noire. Du coup, elle le résume comme ça. Les femmes noires ne sont pas discriminées comme femmes ni comme noires, elles sont discriminées comme femmes noires. C'est à cela que doit servir l'intersectionnalité, révéler la spécificité de situations souvent invisibilisées. Et du coup, ici, on voit que le concept d'intersectionnalité, il est conçu comme une manière de complexifier les expériences de discrimination dans le cadre d'une critique du droit. Et en fait, cette critique, elle a servi avant tout dans les années suivantes comme point d'appui pour améliorer ce que vous connaissez, qui sont les politiques antidiscriminatoires, les politiques de discrimination positive, de lutte pour la diversité, etc. Et pour prouver un peu ça et aller dans ce sens-là, par exemple, Kimberlé Crenshaw, elle a participé à la rédaction du document de base sur la discrimination de race et de genre pour la conférence des Nations Unies sur le racisme de Durban en 2001. Je dis ça pour montrer aussi que, du coup, son concept et son travail se faisaient totalement en lien avec les organismes internationaux qui commençaient en fait à incorporer cette question de la lutte pour la diversité, contre les discriminations, etc. Et que voilà, elle a même participé à la rédaction d'un texte central des Nations Unies. Du coup, pour un peu dire le point commun qu'on voit entre Bell Hooks, du coup, Crenshaw et Patricia Hill Collins,
c'est que l'idée, c'est de rendre tangible l'invisibilisation de certaines identités pour que cela soit un appui pour améliorer leur visibilité et leur inclusion, et ce, dans le cadre d'un éloignement des perspectives révolutionnaires et des luttes. Et voilà, à la place, on assiste à un essor des politiques en matière de diversité, des politiques de discrimination positive, des programmes aussi d'égalité de genre dans les institutions et les entreprises, et qui consiste à promouvoir en fait l'ascension d'une minorité de femmes au détriment d'une majorité de femmes qui, dans le même temps, continuent à être plongées dans la précarité, etc. Autre chose, enfin, très importante, c'est que les années 90, c'est aussi l'essor de la théorie postmoderne, je l'ai un peu évoqué au début, et de la théorie queer de Judith Butler, dans ce même contexte d'une époque marquée par la défaite de la classe ouvrière. Je voulais le souligner parce que le postmodernisme, il n'aborde pas la question des oppressions de la même manière que le culturalisme ou de la même façon du coup que par exemple Bell Hooks, Hills Collins ou Crenshaw, parce que l'idée du féminisme postmodernisme, c'est de dire que le genre est une construction culturelle et qui s'oppose à une vision essentialiste du genre. C'est-à-dire que vous voyez, chez les multiculturalistes, il y a quand même une réflexion sur une identité qui est constituée, alors que par exemple, chez les postmodernes, justement, toute l'idée du postmodernisme, c'est que l'identité, elle est fictive. C'est de déconstruire même l'idée de l'identité. Et que le but aussi, a priori, n'est pas l'inclusion des différences, mais le but est de venir perturber le système dominant par l'éclatement des identités à l'infini, ce qui obligerait alors l'État à devoir envisager la diversité. Du coup, la proposition d'émancipation, c'est la performativité, la lutte individuelle avec la perspective d'une démocratie pluraliste qui, là, viendrait intégrer, prendre en compte ces identités. Mais je voulais insister sur ça parce que souvent, on a tendance à un peu confondre de ces différentes approches, alors que vraiment dans l'idée du postmodernisme, justement, il y a vraiment une conception où, contre l'idée même que d'une identité figée, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle reproche souvent aux féministes intersectionnelles ou multiculturalistes ou matérialistes, c'est-à-dire d'une certaine manière de figer des identités. Cependant, il y a un point commun, et c'est ça aussi qui nous intéresse entre le féminisme multiculturaliste et le postmodernisme, c'est le fait du coup d'être aussi en opposition aux théories unitaires globales, c'est-à-dire parce que évidemment, dans le postmodernisme, on se concentre sur la question de la déconstruction individuelle du fait que l'identité est fictive contre l'universalisme. Du coup, en fait, tout ce qui tend à chercher à universaliser, faire une théorie globale, et du coup quelque chose de forcément qui va devenir réducteur, qui va devenir réducteur, et aussi une opposition, enfin un point commun qui est de s'opposer aussi à la hiérarchisation des oppressions. Et enfin, du coup, pour finir un peu cette dernière partie, je voulais revenir sur la situation la version de l'intersectionnalité telle qu'elle a été réceptionnée en France, parce que je pense que c'est aussi très particulier, parce que vous avez vu, en réalité, c'est un concept qui est qui vient principalement des États-Unis, et en France, en fait, il est arrivé assez tardivement. C'est-à-dire que plutôt à partir des années 2000-2005, par exemple, pour vous donner quelques exemples, les textes du black féminisme, ils ont été traduits par Elsa Dorlin, qui est une universitaire féministe, en 2007. Le livre un peu majeur de Judith Butler, Troubles dans le genre, il a été traduit en 2005. Et le livre d'ailleurs qu'a ramené Cléo là, du coup de Crenshaw avec ses deux textes principaux, il est sorti et ils ont été traduits en 2023. L'année dernière. Après, ces textes ont été traduits, bien sûr, avant, je veux dire, dans le champ académique, mais là, je veux dire, c'est d'un point de vue plus de masse, quoi, et ça date du coup, 2023. Aussi, le contexte des années 2000 et la réception dans le contexte français, c'est pas non plus les années 80, 90. Et bon, je vais pas pouvoir faire revenir sur tout le contexte de réception du terme, notamment dans le champ académique et tout. Mais par contre, ce que je trouvais intéressant, c'est le contexte dans lequel il arrive, c'est quoi la situation du mouvement féministe à l'époque en France.
et que 2005, c'est pas une date anodine, c'est-à-dire qu'on arrive au moment où il y a bien sûr les émeutes de 2005, mais aussi la question de l'interdiction du port du voile à l'école en 2004. Et en fait, il arrive dans un contexte, et c'est Françoise Vergès dans son livre Un féminisme décolonial, elle revient vraiment très bien sur ça, c'est très intéressant, mais sur en fait comment les organisations et les féministes des années 70 en France ont accompagné en fait les politiques de l'État quant à la répression, les politiques discriminatoires vis-à-vis des populations immigrées, musulmanes et tout. Mais en plus, même elles, plus que ça qu'accompagner, elles ont même été moteurs en fait, notamment sur la question du voile, au nom de la laïcité. Il y a des féministes des années 70 qui ont été même très moteurs dans le fait de défendre ce féminisme-là, du coup, qui est qualifié de féminisme d'État, vous savez, féminisme universaliste, civilisationnel, et un autre terme qui est très important, c'est aussi que c'est un féminisme bourgeois. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'arrive l'intersectionnalité, et du coup, qui est aussi saisie comme un outil, notamment par les universitaires, et après, je vais dire dans le champ militant, mais pour critiquer en fait ce féminisme d'État-là, universaliste, qui ne prend pas en fait, qui est en fait aveugle et en France, il y a un contexte particulier par rapport à ça, sur cette question du coup de la race. C'est important parce que c'est vraiment cette cooptation du mouvement féministe, le fait de soutenir en fait, par exemple, sur la question du port du voile, de remettre dans les mains de l'État le pouvoir en fait de pouvoir décider comment les femmes doivent se vêtir ou non, etc. Et du coup d'aller vraiment dans le sens de cette idée, du coup contre vraiment toute l'idée de la tradition des féministes anti-institutionnelles qui était que c'est aux femmes de décider et de s'organiser totalement en indépendance de l'État par rapport à ces questions. Et sur le terrain militant, ça se concrétise aussi. Je pense que c'est important aussi de discuter de ça parce que c'est quelque chose qu'on voit, nous, dans notre pratique depuis, depuis 2014, même un peu avant, mais dans le mouvement féministe aussi, ça s'est traduit par justement l'essor aussi de groupes qui ont cherché, des groupes militants, à s'opposer à ce féminisme universaliste, en critiquant notamment sur 3 questions, du coup sur la question islamophobe, mais aussi sur leur politique par rapport à la prostitution, aux travailleuses du sexe, et sur la question aussi de transphobie, du coup qui sont les 3 axes souvent qu'utilisent du coup les groupes militants pour s'opposer au féminisme plus intégré, institutionnel. Et du coup, on a vu émerger, même sur le terrain, tout un tas de... ça s'est cristallisé, quoi. Par exemple, les marches de nuit le 8 mars, les prides radicales, au moment des mouvements contre les violences sexistes et sexuelles, la constitution de cortèges, nous aussi, qui avait pour idée de dire, nous toutes, ok, mais en fait, nous aussi les femmes musulmanes ou supposées comme telles, nous aussi les personnes trans, etc. C'est aussi une notion qui a été qui a été intégrée par le mouvement féministe. Nous, ce qu'on a vu plus récemment, c'est notamment Nous Toutes, après le départ de son ancienne dirigeante, du coup, qui est Caroline Dehaas. En fait, c'est des militantes qui ont repris la direction du comité de pilotage et qui beaucoup mettent en avant ces questions de l'intersectionnalité, ce qui les a menés à avoir par exemple une politique, je pense, progressiste sur la question de la Palestine, avec une partie du coup Nous Toutes qui a soutenu le mouvement. Et après, ça se voit aussi, on a essayé de voir un peu une des militantes, universitaires qui est pas mal interviewée sur la question de l'intersectionnalité. Elle s'appelle Sarah Mazouz. Elle a écrit une brochure qui s'appelle Pour l'intersectionnalité. C'est une toute petite brochure en 2019. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, du coup, comme politique, parce qu'il y a un peu cette question, mais du coup, quelle politique revendique les féministes intersectionnelles? Elle cite en fait le décembre 2018 et la jonction du coup entre les cheminots de Sudrail, du coup ça c'est RP, et le comité Adama du coup dans
dans les manifs de Gilets jaunes, et elle cite ça comme exemple d'intersectionnalité. Et du coup, c'est intéressant parce que souvent les exemples qui sont cités, ça montre que voilà, c'est un peu cette idée qu'elle exprime, c'est l'intersectionnalité, ce serait un peu juste la convergence des luttes, la rencontre entre différentes luttes et l'articulation de ces luttes. Du coup, il y a cet exemple qui est souvent cité. Et voilà, du coup, pour faire un peu une synthèse du coup, de toute cette partie, je pense que voilà, il faut voir que l'intersectionnalité comme une tentative de systématiser des réflexions sur l'articulation entre les oppressions et la place de secteurs particulièrement opprimés dans les luttes, que ça émerge en lien étroit avec du coup, le féminisme de la troisième vague dans une époque où il y a une rupture avec la perspective révolutionnaire et socialiste, une rupture avec l'idée que les luttes sociales sont le moteur de l'histoire, et en même temps que ce concept il va être approprié de manière plus ou moins radicale. Vous voyez qu'il va y avoir des appropriations avec une logique qui va être plus de représentativité, obtenir des droits dans le cadre des institutions, et une logique plus, on va dire, radicale, qui va avoir une compréhension plus de convergence des luttes, et qui peut aussi donner lieu à une conception aussi un peu séparatiste, d'auto-organisation de certains groupes d'opprimés entre eux, et que ça s'exprime voilà, un peu sur ces deux terrains. Et du coup, je vais passer la parole à Cléo. Mais du coup, comme Cécile l'a bien expliqué, aujourd'hui, il y a une compréhension très large de l'intersectionnalité qui peut avoir un sens très progressiste, mais l'idée de ce topo, c'est aussi de creuser ce que le fond du concept veut dire et comment il a été élaboré. Et du coup, dans ce sens-là, je vais essayer de développer et de répondre à 3 grandes critiques ou discussions qui existent entre intersectionnels et marxistes. Et la première, c'est la question de est-ce que le marxisme est aveugle aux oppressions ? Pour illustrer ça, il y a une citation d'une universitaire américaine qui s'appelle Ashley Borer, dans un ouvrage qui s'appelle Marxisme et intersectionnalité. Elle écrit, je cite, « Certains théoriciens marxistes omettent toute discussion significative sur la race, le genre ou la sexualité dans leurs travaux, expliquant les processus d'accumulation du capital, les crises et la dépossession en termes aveugles au genre et à la race. » Donc, ce qu'il faut voir, et je vais le développer plus après, c'est que c'est complètement vrai qu'il y a tout un tas de courants marxistes qui ont ces défauts-là. Et ça, c'est lié à l'histoire du stalinisme, qui a été un retour en arrière brutal par rapport aux premières années suivant la révolution russe, où il y avait eu des mesures très progressistes qui avaient été mises en place. Mais du coup, le stalinisme, ça a été repénaliser l'avortement qui avait été dépénalisé, repénaliser la prostitution, repénaliser l'homosexualité, des attaques contre l'auto-organisation des femmes, la promotion des valeurs patriarcales traditionnelles, c'est-à-dire le retour des femmes au foyer, la famille traditionnelle, etc. Et ça, c'est pas juste du coup en Russie, en URSS avec Staline, mais c'est dans le monde entier parce que tous les partis communistes du monde sont stalinisés et suivent la même ligne que celle de l'URSS. Et du coup, tous les partis communistes promeuvent ce truc de femmes au foyer, etc. Et donc, tout ça, ça a contribué à donner au marxisme l'image d'une idéologie antiféministe et conservatrice sur les questions de genre et de sexualité. Et du coup, cette dérive du stalinisme, ça a poussé toutes les nouvelles théories critiques qu'on développait en première partie à se positionner du coup en opposition au marxisme. Donc voilà, c'est indéniable qu'il y a des interprétations du marxisme qui ont pris des orientations réactionnaires et même si c'est une compréhension complètement déformée, complètement grossière du marxisme, ces tendances, elles existent réellement et elles perdurent encore même aujourd'hui chez certains courants politiques. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que cette déformation-là, elle a été exploitée par la bourgeoisie pour appuyer volontairement de leur part sur la confusion entre marxisme, entre communisme et stalinisme, et ce, du coup, afin de dévaloriser l'idée générale du communisme, qui était une menace pour le maintien de l'ordre capitaliste, pour le dire rapidement.
Et du coup, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les théoriciens, théoriciennes intersectionnels qui se sont placés dans cette dynamique-là d'être en opposition au marxisme, de fait, ils ont joué un rôle fonctionnel dans cette dynamique en contribuant eux aussi à dévaloriser les idées marxistes et communistes. Donc en confondant abusivement stalinisme et marxisme, ça a joué un rôle pour marginaliser toutes les théories alternatives au capitalisme, alternatives au néolibéralisme, comme le marxisme, toutes les théories qui proposaient des stratégies d'émancipation collective pour les remplacer plutôt par des théories qui se concentraient avant tout sur la déconstruction individuelle. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de montrer dans cette intro, c'est que c'est faux d'associer le marxisme à une théorie qui serait aveugle aux questions des femmes ou des personnes racisées. Déjà, comme l'a dit Cécile au début, avant la naissance du concept d'intersectionnalité, il y a de nombreuses militantes et militants, y compris communistes, qui ont pensé la question de la classe, du genre et de la race, et donc qui voyaient bien à l'époque qu'il n'y avait pas forcément d'incompatibilité entre le marxisme et une analyse multidimensionnelle des oppressions. Ou pour le dire autrement, en gros, l'idée, c'est que aujourd'hui, on comprend le terme intersectionnalité comme un peu la seule manière de dire qu'il y a des oppressions qui prennent en compte la classe, le genre, la race et d'autres facteurs. Mais en fait, il y a eu d'autres penseurs qui ont posé la même réflexion sans être rattachés à cette tradition qui est plus précise que ça, quoi. Et notamment, du coup, au-delà des militants et militantes américains, même si on remonte jusqu'aux penseurs marxistes classiques, un peu aux pères fondateurs, entre guillemets, par exemple Marx, Engels, Lénine, Trotsky, etc., ils ont développé des analyses qui intégraient ces différentes dimensions de l'oppression. Donc je pense qu'un exemple pertinent, notamment, comme j'ai commencé à le dire, en opposition au stalinisme, c'est le début de la Révolution russe, c'est les premières années après la Révolution russe en 1917, et du coup la politique des bolcheviks en général, et plus précisément sous la direction de Alexandra Kollontai, qui était une militante bolchevique et qui travaillait étroitement avec Lénine. Du coup, sous cette direction-là, le gouvernement soviétique, il a rapidement mis en œuvre des réformes qui visaient à rendre possible la libération des femmes, donc la légalisation du divorce et de l'avortement, des droits qui étaient alors inédits dans le monde. Également instaurer l'égalité des sexes dans le mariage, abolir le statut juridique inférieur des femmes. Donc voilà, tout un tas de réformes juridiques qui visaient à accorder des droits égaux dans la loi aux femmes, mais aussi plus profondément à transformer radicalement la structure de la famille, et ce notamment en socialisant le travail domestique. Socialiser le travail domestique, ça veut dire le sortir du foyer, sortir toutes les tâches domestiques du foyer, en faisant des crèches collectives professionnelles, des cantines publiques, des laveries collectives, etc. Et donc toutes ces institutions-là qui ont été créées pour alléger le fardeau des tâches domestiques qui pesaient quasi exclusivement sur les femmes et leur permettre du coup de sortir du foyer et de participer pleinement à la vie politique, et donc pour accompagner les réformes juridiques d'une transformation dans la vie réelle. Et ça, c'était donc plutôt la vision d'Alexandra Kollontai, et c'était aussi la vision de Trotsky qu'il a évoquée dans plusieurs ouvrages et plusieurs discours, où il disait que la révolution, ça doit être une transformation continue et multidimensionnelle qui touche l'ensemble de la société, y compris les structures familiales et les relations de genre. C'est tout ce truc en fait, la révolution, elle ne s'arrête pas le jour de la prise du pouvoir et elle doit continuer et transformer jusqu'aux dernières couches de la société. C'est un des aspects centraux de la théorie de la révolution permanente de Trotsky. Par ailleurs, il écrivait aussi que les femmes, surtout celles des classes les plus opprimées, elles occupaient régulièrement une place centrale dans justement ce processus révolutionnaire. Et du coup, il insistait aussi sur, comme je disais avec Kollontai, la nécessité de socialiser le travail domestique pour que les femmes n'y soient plus enchaînées et puissent participer à la vie politique et à la révolution. Donc nous, on se revendique évidemment de cet héritage-là et pas du stalinisme, et ce dans le but de continuer à développer une pensée marxiste contemporaine qui rend possible d'abolir toutes les formes d'oppression.
Et du coup, pour y parvenir, c'est intéressant de s'intéresser aussi au travail de chercheuses et de chercheurs contemporains. Par exemple, une sociologue féministe marxiste états-unienne qui s'appelle Liz Vogel, qui a théorisé que le capitalisme et le patriarcat, ce ne sont pas des systèmes qui sont autonomes les uns des autres, mais un système unitaire dont le racisme fait aussi partie. Donc Liz Vogel, elle explique que si le patriarcat, il existait bien avant le capitalisme, avec toujours dans toutes les sociétés qui ont été étudiées une division sexuelle des tâches, qui était plus ou moins au désavantage des femmes selon les sociétés. Aujourd'hui, cette division sexuelle du travail, c'est un des piliers du capitalisme, et du coup, ça rend inextricable la relation entre capitalisme et patriarcat. Parce que, en fait, la division sexuelle du travail, le fait que les femmes soient assignées à tout un tas de tâches particulières, ça réduit le coût de la reproduction de la force de travail pour les capitalistes, parce que c'est des travaux qui sont soit non payés du tout pour tout ce qui est tâches domestiques, soit sous-payés quand c'est un peu professionnalisé, tout ce qui est aide-soignante, s'occuper des enfants, le ménage, etc., des métiers qui sont sous-payés. Et donc, tout ça, ça maximise les profits des capitalistes. Et de plus, en segmentant comme ça le marché du travail, comme je le disais, du coup, ça justifie des salaires plus bas pour les femmes, ça les confine à des emplois précaires, et ça assure donc aux capitalistes aussi de disposer d'un plus grand réservoir de main-d'œuvre qui va être plus flexible et moins cher payé. Et enfin, en maintenant les femmes dans des rôles qui sont perçus comme naturels entre guillemets pour les femmes, ça permet aussi au capitalisme de renforcer sa propre stabilité en utilisant la famille en utilisant la famille pour reproduire les valeurs et les hiérarchies qui sont nécessaires au bon fonctionnement, à la bonne stabilité du capitalisme. Et dernier aspect, du coup, cette division-là entre les genres, ça peut aussi affaiblir la solidarité de classe en appuyant sur ces divisions-là, quoi. Donc ça, c'était toutes les raisons que développe Liz Vogel pour montrer que le capitalisme et le patriarcat sont liés de manière indissoluble. Et pour ce qui est du racisme, on peut s'intéresser aux travaux d'Eric Williams, qui est un homme politique et historien trinidadien. Et dans un ouvrage qui s'appelle Capitalisme et esclavage, il explique que le racisme moderne trouve ses racines dans l'esclavage, qui lui-même était étroitement lié au développement du capitalisme. En effet, la traite des esclaves, elle a été essentielle à la révolution industrielle européenne, et sans l'exploitation des esclaves, le capitalisme, il n'aurait pas pu s'épanouir comme il l'a fait, et ça, c'est un constat que Marx développe aussi dans ses premiers écrits. Eric Williams, il va jusqu'à affirmer que le racisme est né de l'esclavage pour le justifier, de mettre en esclavage et pas l'inverse. Et du coup, aujourd'hui, même si évidemment la situation, elle a énormément changé et le racisme, il a changé de forme, il a évolué depuis l'abolition de l'esclavage, on peut prendre cette logique et s'en inspirer pour voir que le racisme reste un outil du capitalisme avec des mécanismes similaires, notamment au patriarcat, sur ce qu'on pourrait appeler une division raciale du travail. Et du coup, tout ça pour dire que des pères fondateurs du marxisme aux militants des années 70 jusqu'à des universitaires plus contemporaines, la tradition marxiste, elle a montré qu'elle pouvait expliquer en profondeur les oppressions en faisant du capitalisme le cadre principal de compréhension. Et c'est pour ça, c'est dans cette logique-là qu'on pense que la relation entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière, elle est centrale dans cette compréhension. Et donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi, quand on dit centralité de la classe ouvrière, ça ne veut pas dire hiérarchiser les oppressions. Parce que du coup, c'est la deuxième critique que font les intersectionnels au marxisme, c'est que le marxisme hiérarchiserait les oppressions avec certaines qui seraient plus graves que d'autres ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un peu un point commun de toutes les théories intersectionnelles, même s'il y en a des beaucoup plus radicales et des beaucoup plus intersectionnelles, et beaucoup plus institutionnelles, elles se rassemblent dans ce truc-là de dire il n'y a pas de hiérarchie entre les oppressions.
Dans ce cadre-là, la question de la classe sociale, qui est parfois appelée du coup le classisme, c'est souvent traité comme une oppression parmi d'autres qu'il ne faut pas hiérarchiser avec les autres. Ça peut être du coup expliqué comme une forme de mépris de classe entre riches et pauvres, ou encore par un privilège détenu par les riches au détriment des pauvres. En fait, le problème de cette vision, c'est que ça tend à occulter la relation d'exploitation qui existe entre un patron et son employé, qui est une relation d'une nature différente qu'une simple discrimination. Et cette distinction, elle est très importante pour comprendre les dynamiques de pouvoir au sein du capitalisme. Par exemple, Kimberlé Crenshaw, dans son article fondateur du coup Cartographier les marges, elle écrit que parmi les facteurs qui expliquent, je cite, la violence exercée contre les femmes de couleur, on trouve en premier lieu la race et le genre, et elle ajoute d'autres facteurs tels que la classe ou la préférence sexuelle, dont il ne sera pas ou peu question ici, jouent souvent un rôle tout aussi structurant dans l'expérience des femmes racisées. Je trouve que ce passage il est intéressant parce que ça illustre bien la tendance des théories intersectionnelles à, au final, sous réserve de ne pas hiérarchiser les oppressions, à, au final, n'accorder que très peu d'attention à la question de la classe sociale, à la considérer comme un facteur parmi d'autres qu'on peut décider de mettre de côté dans l'analyse. Et parce qu'en effet, comme on l'a déjà mentionné, les théoriciennes de l'intersectionnalité, elles se placent en opposition au marxisme, et parce que du coup, elles accusent le marxisme de mettre la classe sociale au sommet de toutes les oppressions. Et donc nous, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord avec cette vision-là. Et le but un peu de cette introduction, c'est de vous convaincre que affirmer que la classe sociale, c'est le facteur le plus déterminant pour comprendre et pour changer la société, ça ne signifie pas pour autant que l'oppression sexiste, que l'oppression raciste, que toutes les autres oppressions seraient secondaires, ni qu'on chercherait à invisibiliser les personnes qui sont de fait, c'est réel à l'intersection de plusieurs oppressions, telles que les femmes racisées, les personnes LGBTI, les personnes en situation de handicap, etc. Et que du coup, notre approche, elle n'a pas pour but de hiérarchiser les oppressions sur un plan moral. Au contraire, on reconnaît pleinement que les discriminations liées à la race, au genre, à la sexualité et à tous les axes de domination sont un problème grave et exigent une lutte acharnée pour en venir à bout. Mais la question, c'est plus la question de l'analyse stratégique qui se concentre sur la question de savoir quel groupe social peut renverser le système capitaliste et mener une transformation révolutionnaire de la société. Et du coup, pour nous, je pense que vous l'avez compris, ce groupe, c'est la classe ouvrière, parce qu'elle est au cœur de la production économique. Pourquoi ? Parce que les travailleuses et les travailleurs, ce sont elles et eux qui produisent les biens et les services dont la société a besoin, tout en étant du coup exploités par la bourgeoisie qui s'approprie la majeure partie de la richesse créée. L'intérêt des travailleurs pour une transformation radicale, du coup, leur confère un rôle central dans le processus de la révolution et en tant que force motrice de l'économie, puisque c'est elle qui produit, la classe ouvrière, elle a le pouvoir de paralyser le système capitaliste par la grève et aussi de reprendre le contrôle du système économique pour l'organiser démocratiquement. Et un dernier aspect qu'il faut prendre en compte dans cette question de comprendre que dire centralité de la classe ouvrière, ça ne veut pas dire hiérarchiser les oppressions, c'est que la classe ouvrière, elle n'est pas homogène, au contraire, elle est composée de diverses identités, elle est composée pour près de moitié de femmes, elle est composée à échelle internationale d'une majorité de personnes racisées, ainsi que tous les autres groupes marginalisés qui font partie de la classe ouvrière aussi. Donc dans ce sens-là, c'est pas une question de mettre de côté les luttes contre le racisme, contre le sexisme ou quoi. Au contraire, ces luttes-là, elles sont intrinsèquement liées à la lutte de classe et même on pourrait dire que c'est souvent les travailleuses et les travailleurs qui subissent ces oppressions multiples qui, par leur mobilisation collective, peuvent se retrouver à l'avant-garde des combats. Donc comme on va le voir par la suite, la lutte contre les oppressions, c'est une question qui est absolument stratégique pour le marxisme. Et justement, c'est la dernière un peu critique dialogue entre l'intersectionnalité et le marxisme qu'on voulait présenter. C'est la question de la stratégie.
Donc un premier problème, c'est que l'intersectionnalité, elle fournit une description de la société actuelle avec laquelle on est absolument d'accord que une femme racisée se trouve à l'intersection de l'oppression du genre et de la race. C'est absolument indéniable. Mais il nous semble que le problème, c'est que c'est juste une description de la société, une description de comment les individus peuvent se caractériser, et qu'il y a un manque central à cette théorie, c'est d'où viennent ces oppressions multiples et comment ça se fait qu'elles continuent d'être reproduites de génération en génération. Et en fait, l'intersectionnalité, elle ne répond pas à cette question, et il nous semble que pour une théorie sociale qui se concentre sur la question des oppressions multiples, ça paraît être un énorme manque de ne pas être capable d'en expliquer les causes profondes, et ni de leur existence, ni du fait qu'elles continuent à se maintenir. Et du coup, le problème, c'est que sans cette compréhension des causes, on en reste à une théorie qui peut faire une description de la société, mais qui ne peut pas transformer la société à la racine. Et justement, on pense que c'est vraiment un des points centraux des critiques que nous, on peut faire à l'intersectionnalité, c'est que c'est des théories qui ne sont pas efficaces pour transformer à la racine la société actuelle, que ce soit ces versants les moins radicaux comme Kimberlé Crenshaw ou des versions plus radicales comme les collectifs qui existent aujourd'hui. Et donc, c'est des théories qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir être des théories révolutionnaires, soit parce que c'est pas du tout leur objectif de faire la révolution, soit parce qu'elles sont trop partielles. Sur ça, 2 exemples. Dans l'introduction de son texte fondateur, Crenshaw, elle explique de manière limpide quel est son objectif à elle quand elle développe le concept. Elle dit, je cite, « On ne pourra parler d'amélioration véritable de la vie des femmes racisées tant que plus de femmes ne seront pas protégées physiquement et légalement. » Donc on voit vraiment que là, c'est pas du tout une théorie de renverser le système ou quoi que ce soit, et c'est vraiment une question via le changement dans les institutions, plus précisément l'institution juridique, pour protéger les femmes. Plus récemment, Kimberlé Crenshaw, elle se faisait prendre en photo avec Kamala Harris, et elle tweetait cette photo en disant que c'est un honneur d'avoir échangé avec elle, mais aussi un encouragement à continuer le travail que les femmes noires accomplissent depuis des décennies. Moi, je trouve que cet exemple, il est vraiment très parlant sur les manques de la théorie intersectionnelle, parce que vous êtes probablement déjà au courant, mais le bilan de la carrière politique de Kamala Harris, c'est qu'elle a œuvré contre les personnes racisées victimes de violences policières quand elle était procureure. C'est par la suite ses positions sur le droit d'Israël à se défendre. C'est son programme qui promet plus de répression contre les réfugiés. Et du coup, on voit bien que elle, ce qui est central, c'est la question des femmes noires, que ce soit Kamala Harris ou Kimberlé Crenshaw, mais que par contre, toutes les personnes de classe populaire, que ce soit des femmes ou des hommes, toutes les personnes de classe populaire, états-uniennes, réfugiées, palestiniennes, tout ça, ça passe complètement à la trappe. Voilà. Donc ça, c'était pour la version un peu la moins radicale, la plus institutionnelle de l'intersectionnalité. Mais il nous semble que même dans des collectifs en France aujourd'hui qui peuvent se présenter comme très radicaux, le même problème se pose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective révolutionnaire, seulement celle d'atténuer, de rendre moins pire les difficultés des personnes opprimées. Un exemple pertinent, tiré d'un autre bouquin, pour le coup, c'est celui de Aurore Coquelin, qui est une militante féministe anticapitaliste, qui a écrit ce livre qui s'appelle La Révolution féministe. Elle explique hyper bien que la théorie de l'intersectionnalité, elle est souvent adaptée en France, avec tout le contexte que disait Cécile au début, dans les milieux militants d'extrême gauche, en mettant l'accent sur la notion de privilège. Du coup, Aurore Coquelin, elle explique que le féminisme intersectionnel, en France, c'est une multitude de petits collectifs qui évoluent au cours du temps, se dissolvent, se reconstruisent, etc. Et de son expérience personnelle à elle qui a milité dans ce milieu, elle tire plusieurs conclusions sur ce qu'elle appelle donc la stratégie intersectionnelle et comment elle est concrétisée en France. Premièrement, elle explique qu'à partir de la théorie intersectionnelle universitaire, les militantes et militants français tirent la conclusion que, je cite, « les dominants tirent de leur position dans le rapport d'oppression un certain nombre d'avantages qui sont appelés privilèges. Ces privilèges expliquent que les dominants n'ont pas intérêt à la fin du rapport d'oppression. »
Donc Aurore Coquelin, elle relève un premier problème avec cette théorie-là, c'est que cette notion-là de privilège va mettre l'accent sur la responsabilité individuelle des personnes qui sont en position dominante, plutôt que sur le système dans son ensemble, et que du coup il y a vraiment une connotation morale à est-ce que c'est bien ou pas bien d'être quelqu'un qui a des privilèges, quoi. Et du coup, elle pointe le problème de la conséquence problématique de cette manière de penser, c'est que du coup, il ne s'agit plus de combattre les dominations à un niveau structurel, mais à un niveau purement individuel. On n'essayera pas de changer le système, mais de changer un par un les individus qui le composent. Et elle souligne, à raison selon moi, que c'est un effort qui serait épuisant, infini et complètement vain. Et enfin, la dernière déclinaison tactique de toute cette adaptation de l'intersectionnalité en France, c'est la tactique de la création d'espaces safe qui, à défaut de mettre fin à la domination, permettent de créer ponctuellement des lieux qui sont soustraits à la domination. Donc pour moi, tous ces exemples-là un peu concrets, ça montre bien le manque d'ambition de ce genre de politique, où en fait, en rejetant le marxisme et avec lui toute stratégie révolutionnaire d'émancipation collective, on en revient, que ce soit par des variantes plus ouvertement institutionnelles ou par des petits collectifs radicaux, à une politique qui ne propose pas mieux que d'atténuer, de se protéger des conséquences de l'oppression, mais ça en laissant in fine le système dans son ensemble complètement intact. Et donc, au contraire, nous, on défend une stratégie qui est fondée sur la révolution, qui, par la prise du pouvoir par la classe ouvrière, renverse le capitalisme et toutes les oppressions. Et on va voir dans la partie suivante, où je vais repasser la parole à Cécile, que ça n'a rien de facile ni d'automatique de mettre fin aux oppressions. Et on va essayer de dire plus concrètement comment ça se traduit dans notre militantisme aujourd'hui. Ouais. Du coup, pour rebondir du coup sur ce que vient de dire Cléo, par rapport à cette préoccupation de comment, par rapport à notre stratégie, on pourrait dire, voilà, si on imaginait une discussion là avec des féministes intersectionnelles ou des personnes qui pourraient nous demander, d'accord, du coup, vous prenez en compte les oppressions, mais comment en fait du coup vous luttez concrètement sur la question des droits démocratiques, du coup des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées avant la révolution, parce que du coup la révolution ne va pas normalement arriver en 2025, du coup genre, voilà, en gros comment vous luttez en fait un peu ici et maintenant, et comment vous concevez la lutte pour les droits démocratiques. Du coup, ça, c'est la première question. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que le marxisme, il propose un programme d'émancipation pour les femmes, pour les personnes opprimées de toutes les classes sociales. C'est-à-dire que, contrairement au stalinisme, nous, on ne parle pas de libérer les femmes travailleuses uniquement. La question, le projet du marxisme, c'est une société émancipatrice pour toutes et toutes, mais par contre que ce programme, il est porté par la classe ouvrière en tant que sujet social qui, comme l'a très bien expliqué Cléo, pourquoi voilà, cette question de la classe ouvrière comme sujet central, dans le sens de qui est capable de porter ce programme jusqu'au bout et de mener la révolution. Ce programme, il inclut des revendications démocratiques. Par exemple, le droit à l'avortement. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé même le programme, par exemple, de Révolution permanente. Voilà, on va mettre en avant la question, par exemple, du droit à l'avortement, ou par exemple, à l'époque de la Révolution russe, qu'on a évoqué dans le topo, du coup en 1917, il y avait par exemple la question du droit au divorce. Et on pourrait citer aussi tout un tas d'autres droits, comme par exemple tout ce qui est la lutte contre les violences policières, etc. Par rapport à cette logique, du coup Lénine, qui était un révolutionnaire et un théoricien marxiste, il expliquait que toute avancée démocratique obtenue sous le capitalisme est forcément incomplète, car difficile à mettre en pratique pleinement, et elle peut même parfois être
purement symboliques. Pour autant, c'est pas parce que ces luttes sont irréalisables jusqu'au bout sous le système capitaliste qu'elles ne sont pas essentielles et progressistes. Et pour une raison qui est très importante à comprendre, c'est que plus les droits démocratiques se développent, plus la classe ouvrière et les femmes peuvent réaliser que c'est le capitalisme lui-même qui limite leur véritable émancipation et non seulement l'absence de droits. Du coup, ça, c'est très important. Et aussi l'idée qu'en fait, des droits démocratiques élémentaires, comme par exemple le droit à l'avortement, mais par exemple, au début du XXe siècle, c'était le droit de vote, le droit de pouvoir divorcer, c'est ce qui permet aussi, ça renforce la classe ouvrière. Parce que si, en fait, des femmes peuvent accéder à la sphère de la production, peuvent avoir le droit de vote, du coup, accéder à la politique, en fait, elles deviennent des sujets qui peuvent, en fait, aussi jouent un rôle dans la Révolution. C'est dans cette logique que, contrairement au courant du coup ouvriériste qui néglige du coup les luttes pour les droits démocratiques, ça pour du coup l'illustrer de manière un peu concrète, aujourd'hui c'est par exemple la question de lutte ouvrière, où par exemple vous pouvez lire des textes où il peut y avoir en fait une conception comme quoi des luttes pour le mouvement féministe sont en fait dès s'il n'y a pas en fait de revendication de caractère de classe, ce sont du coup des luttes moins importantes qu'on n'investit pas, etc. Nous, contrairement à ça, on juge crucial d'investir à la fois le mouvement féministe, à la fois le mouvement LGBT et à la fois le mouvement antiraciste, mais aussi de porter ces revendications démocratiques depuis le mouvement ouvrier et dans les syndicats. Du coup, ce qu'on appelle hégémonie ouvrière, pour le dire simplement, ça consiste à faire en sorte que la classe ouvrière, elle devienne la force dirigeante capable de rallier d'autres secteurs de la société à la cause révolutionnaire. Et puisque seule la classe ouvrière a le potentiel de renverser le système capitaliste patriarcal, elle doit convaincre d'autres groupes sociaux, comme du coup la petite bourgeoisie, la paysannerie, on va dire du coup au XXe siècle, ainsi que des mouvements, des franges importantes des mouvements féministes, écologistes, LGBT, de se joindre à la révolution socialiste. Cette alliance stratégique, elle ne peut que renforcer la classe ouvrière et elle va augmenter aussi ses chances du coup de succès. Et en même temps, il y a une tâche très importante qui est celle de unifier la classe ouvrière elle-même, qui est du coup divisée par des lignes de genre, de race, de sexualité, de validité, mais aussi par des clivages géographiques, économiques ou politiques. L'unification du coup derrière un programme et une lutte commune permet à la classe ouvrière de devenir une force cohérente et puissante, capable de diriger une transformation radicale de la société. Mais ça va nécessiter du coup de mener des batailles politiques au sein de ces mouvements qui, comme on l'a dit, vont dans ces mouvements, on va dire féministes, pour prendre cet exemple-là, qui du coup ont un caractère polyclassiste. Et ce qui nous distingue des courants qui considèrent que toute lutte féministe ou antiraciste, par exemple, est intrinsèquement capitaliste, anticapitaliste, sans chercher à combattre les tendances réformistes ou autres qui s'y expriment. Ça aussi, c'est très important, parce que, par exemple, des partis comme du coup, le NPA, le nouveau parti l'anticapitaliste, considère, par exemple, qu'à partir du moment où il y a une lutte pour le droit à l'avortement ou une lutte contre les violences policières, etc., ce mouvement est en soi anticapitaliste. Et le problème, c'est que ça invisibilise le fait qu'en fait, dans les mouvements, dans ces mouvements-là, en fait, il y a des tendances contradictoires, différents programmes politiques, différentes stratégies qui s'y expriment, et que ce n'est pas en fait un tout, et que même il n'a pas ontologiquement un caractère en soi anticapitaliste. Et ces alliances, du coup, ce ne sont pas de simples convergences ou coalitions, mais bien l'unification de la classe ouvrière qui est aujourd'hui plus féminisée et diversifiée que jamais autour du coup d'un programme et d'une lutte commune. Et aussi, ce qui est très important et ce que nous on souligne du coup avec Révolution Permanente, c'est qu'aujourd'hui les possibilités de créer des ponts
entre les travailleurs, travailleuses et les mouvements sociaux, elles sont aujourd'hui d'autant plus renforcées du fait que la classe ouvrière est extrêmement féminisée, extrêmement racisée, et qu'il y a toute cette diversité accrue au sein de la classe ouvrière qui en fait permet concrètement de créer des ponts et d'unifier la classe. L'autre question du coup qu'on nous pose souvent, c'est comment en finir avec les oppressions après la prise du pouvoir, étant donné que la révolution socialiste ne va pas les éradiquer automatiquement. Du coup, soit on peut avoir une vision un peu faciliste, voilà, il y a le processus révolutionnaire et une fois qu'il y a la prise du pouvoir, etc., en fait, voilà, les oppressions vont disparaître comme ça. Ce n'est pas notre conception. Ce n'est pas, enfin, des systèmes d'oppression comme le patriarcat, les effets du colonialisme, de l'impérialisme pendant plusieurs centaines d'années ne vont pas en fait disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose que les marxistes et les trotskistes ont beaucoup en fait réfléchi, et notamment du coup Léon Trotsky, sur lequel je vais m'appuyer autour d'une discussion en fait autour de la révolution russe, du coup après justement 1917, où ils étaient en fait concrètement où ce problème se posait concrètement. Tout à l'heure, Cléo, elle citait en fait un ensemble de décrets qui ont été mis en place au moment de la prise du pouvoir, du coup sur le droit à divorcer, les questions d'avortement, etc., la socialisation des tâches domestiques. Mais en fait, comme on disait, en fait, ce qui est dans la loi ne suffit pas. Et Trotsky estimait que le changement radical de l'ordre familial exigeait de la classe ouvrière une conscience aiguë des problèmes à résoudre et des efforts à fournir. Cela implique un immense travail d'éducation culturelle au sein de la classe ouvrière. Et du coup, là, je le cite, sans la participation consciente des masses à la construction de leur propre destin, sans ce désir de culture et de progrès, il est impossible d'imaginer une transformation véritable. En d'autres termes, la révolution socialiste, elle pose les bases matérielles pour lutter contre les inégalités, mais l'édification socialiste, elle doit être envisagée comme un processus de lutte interne constante, déjà aussi en amont de la révolution, et d'un travail actif pour transformer toutes les relations après la prise de pouvoir dans l'industrie, sur les questions de mœurs, la culture, les coutumes. Et c'est ce que disait Cléo tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le caractère permanent de la révolution socialiste. Et ça, on aura peut-être dans les sessions plein d'exemples qu'on peut vous donner, mais par exemple sur toute la politique d'éducation qu'ont eu les socialistes, sur comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'illettrisme. Vous voyez, il y a une politique en fait qui est active, volontariste, parce qu'en fait, parce que ça doit venir des masses. La volonté du progrès, la volonté d'émancipation n'est pas quelque chose d'un caractère bureaucratique ou qui viendrait d'en haut, mais doit être quelque chose qui est d'une auto-activité des masses. J'espère donc que vous comprenez en quoi cette définition de centralité et d'hégémonie de la classe ouvrière, comprise du coup dans toute sa diversité, elle est différente de la critique que nous font les théoriciennes intersectionnelles qui nous accusent d'être aveugles au racisme et au sexisme, de ne pas penser la question de la lutte contre l'oppression sous le capitalisme ou de la remettre à plus tard, parce que en fait on serait aveuglé ou concentré sur les luttes qui ont seulement un caractère de classe, ou en étant seulement focus sur la question des revendications purement économiques. Et tous ces éléments-là stratégiques que j'ai évoqués, du coup, qui sont la constitution d'une hégémonie de la classe ouvrière, de comment on unifie la classe ouvrière, c'est en fait essentiel pour abattre le capitalisme, et c'est une condition sine qua non pour l'abolition des oppressions. Maintenant, moi, ce que je voulais du coup montrer, maintenant qu'on l'a plus expliqué de manière un peu théorique et tout, c'était de montrer comment nous ça s'incarne un peu concrètement dans les politiques qu'on mène avec Révolution Permanente, c'est-à-dire quelle place ça prend dans nos tâches politiques, dans les politiques qu'on mène. Parce que déjà, voilà, Révolution Permanente est souvent perçue comme une organisation qui est présente dans toutes les luttes, c'est-à-dire voilà, RP, on les voit partout, et d'où le fait aussi qu'on nous considère souvent
comme étant intersectionnel. Mais comme on a expliqué, on ne considère pas le mouvement ouvrier comme une composante parmi d'autres au sein des nouveaux mouvements sociaux. Et loin de mettre sur le même plan et au même niveau l'ensemble des mouvements et de faire du mouvement ouvrier un terrain d'intervention parmi d'autres, nous, on essaye de montrer que le mouvement ouvrier, il est capable d'agréger et d'articuler autour de ses positions stratégiques l'ensemble du potentiel subversif, progressiste qui s'exprime sur différents terrains, le mouvement féministe, LGBT, etc. Ça c'est et je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous ici qui connaissent ou qui ont participé à plusieurs politiques importantes menées par Révolution Permanente ces dernières années, dans lesquelles justement on a cherché à développer des alliances avec les nouveaux mouvements sociaux depuis des luttes ouvrières. Je vais en citer 4 exemples, mais par exemple, du coup, nous, le premier, c'est la grève dans la sous-traitance du coup d'entreprises honnêtes en 2017 dans les gares parisiennes du nord de Paris, où du coup, depuis cette grève, on a essayé de tisser des liens avec le mouvement antiraciste via le comité Adama, avec une politique très consciente et volontaire sur ça. L'autre exemple, c'est la grève dans la raffinerie de Grandpuits contre un plan de licenciement. Et là, c'est avec du coup le mouvement écolo, avec lesquels on a aussi tissé des liens et qui du coup sont venus soutenir la grève. Mais au-delà de ça, en fait, ça permet aussi de développer un discours qui permet en fait d'élargir la question de la lutte contre les licenciements à une question aussi, à d'autres questions qui étaient par exemple le fait que cette fermeture-là se faisait dans le but, non pas pour des motifs écologiques qui étaient de fermer une pipeline, mais dans un objectif en fait de profit impérialiste, de reconstruire en fait cette pipeline en fait en Afrique, enfin bref. Et du coup que tout le mouvement écologique, ça a permis justement aussi de renforcer la lutte et de montrer son caractère politique. L'autre exemple qu'on peut citer, c'est justement la politique qui est évoquée par les intersectionnels qu'on a cherché à impulser dans le mouvement des Gilets jaunes, qui était de créer un pôle avec des cheminots de Sudrail, le comité Adama, pour intervenir dans le mouvement et en fait montrer l'importance que le mouvement ouvrier intervienne de manière organisée dans le mouvement des Gilets jaunes et exprime ses propres aussi revendications. Ou encore plus récemment, et je pense qu'on le verra, j'imagine, aussi dans le film qu'on va voir ce soir sur la lutte des Neuilleuser, mais le fait que la section CGT du coup de l'entreprise Neuilleuser dans laquelle que dirige du coup Christian Porta a aussi toute une politique active de soutien au mouvement LGBT. Déjà, il y a des travailleurs et des travailleuses LGBT au sein de Neuilleuser et qui ont une politique, par exemple, de développer des cortèges révolutionnaires au moment de la marche des fiertés et d'autres. Et voilà, et pareil, ça, c'est une politique consciente qu'on met en place et qui d'ailleurs aussi porte ses fruits dans le sens où là, autour de la lutte de Christian, des personnes avec qui du coup qu'on a pu se lier dans ces manifs sont venues aussi le soutenir et pareil, ça joue aussi en fait un rôle pour renforcer en fait le combat qui est mené dans l'usine, aussi le populariser, le sortir un peu de ces 4 murs. Et tout ça, je ne le développe pas plus là, mais je pense que ça peut être vraiment le sujet d'intervention, d'essayer d'expliquer un peu plus c'est quoi notre logique par rapport à ça, qu'est-ce que ça permet de renforcer, etc. Et en quoi ça va au-delà de construire une alliance ou une convergence, mais que ça a des objectifs qui vont bien plus loin dans le sens, dans cet objectif de unifier la classe, montrer qu'en fait la classe ouvrière est capable de porter en fait des revendications
d'autres secteurs, qu'elle peut en fait les mener jusqu'au bout, contre en fait aussi ce que crée la bourgeoisie et des divisions qu'on a beaucoup entendu récemment, comme quoi les ouvriers de toute façon sont sexistes, racistes, transphobes, etc. et tout, et ne pourraient pas porter ça. Et nous, on ne nie pas du tout la réalité de ça, mais par contre, on cherche à comment on peut avoir une politique active pour justement combattre ça et arriver à, sur un terrain politique et stratégique, créer des alliances à des niveaux évidemment qui sont micro. Enfin, vous voyez les luttes que je vous cite, évidemment, ce n'est pas encore à l'échelle de la société, mais c'est d'utiliser certaines luttes pour faire des démonstrations politiques et stratégiques. Et cette lutte pour l'hégémonie ouvrière, elle est très importante parce que dans le mouvement ouvrier, parce que, et notamment en France, ça peut être aussi un objet de la discussion, mais ce mouvement ouvrier a été forgé depuis des décennies du fait de la politique de cette direction syndicale bureaucratique par une politique conservatrice et économiciste. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça permet de comprendre aussi un peu la profondeur d'essayer de faire en sorte que des sections syndicales, que le mouvement ouvrier prenne en charge des revendications féministes, LGBT, antiracistes ou écolo, c'est très à contre-courant parce que justement, il y a dans le mouvement ouvrier cette conception très importante de division entre le syndical et le politique. Et de l'autre côté, on intervient aussi, bien sûr, au sein des mouvements contre les oppressions, dans les mouvements féministes, antiracistes, LGBT, avec l'idée contre l'idée voilà, que ces mouvements seraient autonomes les uns des autres et que ces mouvements seraient autonomes des luttes politiques révolutionnaires et ouvrières, parce que dans la pratique, en fait, dans les mouvements de lutte contre les oppressions, souvent, en fait, il n'y a pas justement une boussole de classe. Les revendications démocratiques ne sont pas articulées à un discours et des revendications, aux revendications aussi sociales de classe. Et ça, c'est aussi ce qu'on essaye d'apporter. Je pense qu'on en discutera beaucoup plus profondément mardi dans le topo de Camille et Sacha sur l'offensive transphobe. Mais je pense que le dernier exemple en date, c'est notre intervention dans la mobilisation pour les droits trans, ou pour le dire rapidement aussi, voilà, toute la politique qu'on a essayé de mener, c'était à la fois justement une politique d'essayer, en interpellant les directions syndicales, tous les mouvements sociaux, les collectifs, etc., les personnalités politiques, c'était de créer en fait, justement, de voir comment on pouvait dépasser et avoir un truc offensif à la fois, déjà, bon, évidemment, de ne pas cantonner la lutte sur le terrain parlementaire, etc., et de poser la question de la lutte dans la rue, mais aussi d'élargir, d'avoir un programme qui ne soit pas juste défensif de retirons ce projet, mais aussi de chercher à articuler des revendications en positif sur la question des droits trans, et de montrer aussi que ces droits, pour les acquérir, on a besoin aussi de la force du mouvement ouvrier. C'est pour ça aussi que, par exemple, on avait fait intervenir des camarades comme Savannah, Enda, qui sont enseignantes, pour venir en fait intervenir depuis leur lutte et montrer aussi comment elles prennent en compte ces revendications depuis leur position d'enseignantes, syndiquées, etc. Et du coup, ça, c'est aussi voilà, comment on mène la lutte aussi dans les mouvements féministes. Et ça, on pourra revenir dans la discussion en approfondissant différents exemples. Je vais du coup conclure. Pour un peu résumer, je pense que c'est un peu ce qu'on a essayé de démontrer là, c'est que l'intersectionnalité, c'est pas seulement un concept ou une méthode descriptive, sachant que, comme disait Cléo, sur la question de la description, on n'a pas de désaccord sur la question de la description et de ce que ça permet de pointer, avec des aspects, par exemple, progressistes sur la question de l'auto-organisation des personnes opprimées, mais que ce n'est pas justement juste une méthode descriptive, c'est que derrière l'intersectionnalité, il y a aussi toute une histoire intellectuelle qui critique
le marxisme qui s'y oppose, et avec un rejet des stratégies d'émancipation collective. Par rapport à ça, je voulais aussi le lier du coup ça à un peu l'actualité de ces dernières années, et notamment aussi comment ce concept il est du coup approprié par notamment la gauche institutionnelle et réformiste. Et il y a un exemple qui je pense illustre bien notre synthèse, c'est qu'en 2016, il y a du coup Hillary Clinton, dans le cadre de la campagne des présidentielles, en fait, elle utilisait beaucoup le terme d'intersectionnalité en se revendiquant intersectionnelle, et notamment en fait contre Bernie Sanders, du coup, qui était du coup une aile critique du coup dans le parti démocrate. Et pourquoi elle l'utilisait contre lui? Parce que justement, elle essayait de dire qu'en fait Bernie Sanders et son du coup groupe politique, eux sont en fait économicistes. Class first, comme on dit, du coup, mettre en avant la classe pour en fait dire, bah nous, en fait, nous, on est intersectionnels et eux, ils sont class first. Et en fait, on voit bien que c'est intéressant parce qu'en fait, Hillary Clinton, c'est exactement la même politique que Kamala Harris, c'est-à-dire que c'est une représentante du parti démocrate américain, et qui notamment joue ce rôle de diviser totalement en fait la question de la lutte contre les oppressions, de la question sociale, de la lutte sociale, de la lutte contre l'exploitation, et qu'en fait ils sont capables d'avancer des revendications démocratiques, d'avoir un visage parfaitement progressiste sur les questions de genre, que là par exemple, voilà, ils vont reculer sur toutes les lois mises en place par exemple par les républicains, par Trump sur les questions d'attaque sur les droits trans, mais voilà, ils sont capables de faire ça d'une main, et en fait de l'autre main de continuer de mener les politiques néolibérales des 40 dernières années, de continuer de renforcer militairement les États-Unis, de soutenir la politique d'Israël, et que en fait le féminisme le mouvement féministe se doit de dénoncer et de pointer ça, au risque sinon à chaque fois en fait de se faire coopter. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à la 4e vague du mouvement féministe, qui d'ailleurs en son cœur se revendiquait intersectionnel, de prendre en compte toutes les oppressions, qui s'est mobilisé en masse avec des millions de personnes dans la rue, et les gouvernements de gauche qui sont arrivés au pouvoir dans différents pays en fait ont mené cette politique de dire voilà, on va porter vos revendications démocratiques de lutte contre les oppressions, on va les mettre en place. Et dans le cadre de la crise qui est ouverte économique depuis 2008, de la pandémie de coronavirus, enfin voilà, l'accentuation de tous ces éléments de crise, en fait, ces partis ont essayé d'avancer sur des terrains progressifs, ont pu concéder des choses, et de l'autre main, ils ont continuer en fait d'exploser les secteurs les plus précaires et les travailleurs. Et c'est pourquoi nous, c'est un truc qu'on insiste beaucoup avec du pain et des roses et notre organisation à l'échelle internationale, c'est cette nécessité de construire un courant féministe, socialiste, communiste, de lutte de classe, avec une boussole de lutte de classe, qui est justement en mesure d'intervenir dans ces mouvements féministes, antiracistes, etc., pour pouvoir en fait mener la lutte politique et justement lier les questions de revendication à la question des luttes sociales, et de lutter pour elles dans une perspective révolutionnaire. Du coup, c'est ça qu'on cherche à construire, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un outil en fait pour le faire, parce que vu que on sait bien que voilà, la révolution c'est quelque chose qui se prépare, qu'on a besoin aussi qu'il y a des luttes politiques aujourd'hui à mener, des forces à construire, et que pour arriver à construire du coup justement ces alliances concrètement, pouvoir intervenir dans le mouvement ouvrier avec cette politique, dans le mouvement étudiant, dans les mouvements sociaux, en fait, on a besoin d'organiser justement les militants et les militantes qui mènent ces politiques avec une stratégie en fait qui nous est commune. Et du coup, c'est à ça qu'on vous invite, et c'est ça aussi qu'on voulait discuter.